Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous sommes en direct et que ça a commencé. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 6e webinaire T'es-tu Connect. Le thème du jour, c'est l'invisibilité des LGBT+ dans le sport français. Alors, nous ferons aussi quelques incursions dans le sport en dehors de nos frontières. Alors, nous allons traiter ce sujet sous l'angle LGBT+ et univers professionnel, comme à notre habitude chez T'es-tu Connect. Alors, en effet, le sport est un univers professionnel presque comme les autres. Alors, comme les autres, car il y a des organisations professionnelles, des clubs, des fédérations, des ligues et autres rassemblements. Comme les autres, car il y a aussi des dirigeantes, des dirigeants, des joueurs, des joueuses, des salariés administratifs, le staff technique, un ensemble de personnes qui concourent à ce que l'environnement du sport fonctionne au quotidien. Mais presque, car il est l'objet d'enjeux financiers colossaux. Presque, car il est aussi l'objet d'enjeux médiatiques, lui conférant une visibilité nationale, européenne, voire mondiale. Surtout avec les JO qui se profilent, je parle de ceux de 2024 à Paris. Alors malgré tout, nous trustons très régulièrement les podiums et nos sports sont des symboles de performance, de respect, de réussite, et de respect des règles auxquelles beaucoup de jeunes s'identifient. Et pourtant, Guillaume Cizeron, dernièrement, danseur sur glace, a été l'un des très rares sportifs français en activité à faire son coming out, un des rares coming out publics en cours de carrière dans le sport français, après celui dont un tout petit peu plus de 20 ans se souviennent d'Amélie Mauresmo en 1999, qui a été suivi de 4 ou 5 sportives de haut niveau. Je tiens à préciser que 100% des coming out en cours de carrière ont été réalisés entre celui d'Amélie Mauresmo et Guillaume Cizeron par des lesbiennes, dans des sports comme le football, comme le tennis de table ou comme le handball. On peut se poser la question, donc, une des activités professionnelles la plus visible et la plus médiatisée a donc eu une petite douzaine de personnes visibles en 21 ans. Pourquoi douzaine? Parce que j'ajoute les 6 sportifs qui ont fait leur coming out lors de l'émission de Canal+ qui a eu lieu ce week-end. Alors, aujourd'hui, je devrais normalement vous dire que j'ai le plaisir de co-animer. Ah, il y a Christian qui me dit qu'il est là. Alors, ne quittez pas, on va faire un peu de technique en même temps, si ça marche. Ne quittez pas. Non, je ne le vois pas, donc j'ai un souci. Julien, je te laisse gérer en back-office. Le front assure. Alors, je va me rejoindre très rapidement dans cette co-animation Christian Califano. Alors, Christian est un ancien rugbyman international qui a à son palmarès 70 sélections en équipe de France, qui a défendu les couleurs du stade toulousain, dont nous aurons l'occasion de reparler avec une autre forme de ballon. Il a également joué à Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec les Saracens en Angleterre, parmi les équipes auxquelles il a contribué. Nos témoins du jour sont 3 personnalités qui se sont engagées, chacune dans leur fonction. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Pascale Rintaud, qui est la coprésidente de la Fondation FIER. Bonjour Pascale. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Thomas Othon, qui est le directeur de la communication et de la RSE de la Ligue nationale de rugby. Bonjour à tous.
et Wissem Belgacem, qui est un ancien footballeur international, CEO de On Track Sport et auteur de Adieu ma honte, livre qui est récemment sorti, publié chez Fayard, sur son parcours pour accepter ce qu'il est. Bonjour. Bonjour Wissem. Alors pour être totalement transparent avec vous, nous avons également sollicité des sportifs et des sportifs de haut niveau, mais le calendrier des entraînements et des épreuves à l'approche des JO de Tokyo et parfois le décalage horaire en plus, n'a pas permis leur présence aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous y répondrons au fil de l'eau et je les transmettrai. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une double question à Wissem. Deux questions simples. La première, c'est alors, petite précision, comme à mon habitude, je vais tutoyer tout le monde parce que je les connais tous et toutes. Pourquoi as-tu choisi de mettre, Wissem, de te mettre en visibilité? Et ma deuxième question, ça sera dans la foulée, pourquoi si peu de visibilité des LGBT+ dans le sport français? Mais surtout d'abord, pourquoi toi as-tu choisi de te mettre en visibilité? Ouais. Je pense que je répondrai à cette question en disant que voilà, moi j'ai expérimenté beaucoup d'homophobie pendant ma carrière. Voilà, j'en ai beaucoup souffert et en fait, je pense que j'aurais pas eu le besoin de m'ouvrir si les choses avaient avancé. Si ça allait bien mieux aujourd'hui. Et en fait, je pense un des déclics pour moi, ça a été de dresser le constat. Donc en fait, voilà, pour ceux qui connaissent pas trop mon parcours, j'ai joué pendant pas mal d'années à Toulouse, en équipe de Tunisie. J'ai joué aux États-Unis aussi, au Colorado Rapids de Denver. J'ai mis un terme à ma carrière à 20 ans et donc du coup, il y a à peu près 6-7 ans, j'ai monté une structure où je travaille avec les footballeurs professionnels et des footballeurs en centre de formation et je les aide à préparer leur reconversion. Et en fait, le triste constat que j'ai fait, c'est qu'en me replongeant dans le football, donc du coup, il y a quelques années, j'ai réalisé que le niveau d'homophobie n'avait pas baissé. Et j'entendais les mêmes discours, les mêmes discours sexistes, homophobes, et je voyais toujours pas de footballeur qui a fait son coming out. Donc moi, à titre personnel, ça comportait pas beaucoup de risques que de prendre la parole aujourd'hui parce que ma carrière est terminée. Hein. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je vais pas faire un comeback sur les terrains de foot d'ici un an ou deux. Et donc, Beckham l'a fait, hein. Oui. Tout le monde n'est pas Beckham. Mais donc, du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est que pour les futures générations, je me devais de parler. Et voilà, je me suis dit que voilà, en ouvrant mon cœur, j'avais pour objectif d'ouvrir des esprits. Donc voilà, donc ça c'est ma démarche à titre personnel. Et la deuxième question, c'était sur c'est dans le foot spécifiquement ou dans le sport en général? Dans le sport en général et plus spécifiquement dans le sport français. Et pourquoi la question est orientée sur le sport français? C'est parce qu'on entend parler de beaucoup de coming out anglo-saxons, ouais, sur des sportifs et des sportives en activité. Ouais. Une célèbre capitaine d'équipe de foot américaine a été tenir tête à un célèbre non regretté président. Ouais. Et en France, rien. Ouais. Presque. Ouais. Moi, alors c'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi forcément. Mais je pense que c'est des systèmes de société qui sont différents. Et j'ai l'impression qu'en France, on est plus dans un processus d'assimilation, on va dire, où il faut rentrer dans le moule. Idéalement, il faut être comme tout le monde, il faut ressembler à tout le monde, il faut s'appeler comme tout le monde. J'ai entendu encore il y a quelques temps sur des chaînes publiques. J'ai l'impression que dans la définition du vivre ensemble à l'anglo-saxonne, pour les personnes qui sont comme moi à la croisée de différents chemins, qui sont un peu marginaux, enfin parce que voilà, être homo en France, ce n'est pas la majorité. J'ai l'impression que dans les sociétés anglo-saxonnes, il y a peut-être plus d'espace pour s'exprimer, il y a peut-être plus de cases. Et comme j'explique au travers de mon récit, si on ne trouve pas sa case, on peut même en créer une.
Alors attention, hein, le vivre ensemble à l'anglo-saxonne a aussi ses défauts, hein, parce que pour moi, les communautés vivent les unes à côté des autres sans vraiment se mélanger. Mais du moins, on peut plus exister dans sa communauté. Et je pense que c'est ce que fait la célèbre joueuse de football américaine auquel tu faisais référence. Elle a l'air vachement épanouie et elle entraîne beaucoup de gens dans sa vague de bienveillance, de chaleur et d'ouverture d'esprit. Mais de par notre système en France, c'est peut-être un peu plus compliqué du coup de prendre ce chemin-là. D'accord, c'est très intéressant comme approche. Alors maintenant, je vais me tourner vers Pascal. Donc Pascal, tu étais aux manettes des Gay Games Paris 2018 avec Manuel Picot. À la suite des Gay Games, s'est créée la fondation Fier, qui a un objectif que l'on ne peut qu'apprécier. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, en fait, la fondation est issue des Gay Games. Elle avait été créée à cette occasion pour accompagner le financement des Gay Games à l'époque. Et puis, on a décidé de continuer. Donc, on a 3 objectifs, 3 missions principales. Une mission d'accompagnement des structures qui travaillent à l'inclusion des personnes LGBT dans le sport et la culture. Donc, on finance des projets, on accompagne des projets associatifs. Une autre mission un peu de think tank où on réfléchit et on formalise des préconisations pour le mouvement sportif notamment. On a sorti le 17 mai dernier un guide des précos pour accompagner le mouvement sportif sur ce que l'on considère être nécessaire pour favoriser l'intégration de toutes et toutes. Et puis, on a une mission aussi un peu plus réflexive ou de réflexion sur des sujets de recherche pour améliorer les choses. Voilà grosso modo les missions de la Fondation. Et est-ce qu'aujourd'hui, merci Pascal, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois les choses évoluer en France sur l'inclusion des LGBT+, dans l'univers du sport? On va dire, entre 2018 et aujourd'hui, par exemple, on ne va pas remonter sur des décennies. Je dirais oui et non. Après, un des sujets qui nous a conduit là, à travailler pour le guide des précos, c'est que c'est l'envie aussi de passer d'une dimension où on avait des campagnes de sensibilisation sur des événements ponctuels, des préconisations, des choses, avec l'envie de faire bouger les choses, parce que je pense que dans le mouvement sportif LGBT, tous ceux qui le vivent, on voit à peu près, on sait à peu près ce qu'il y a à faire. C'est un peu les mêmes sujets que la lutte contre le sexisme ou le racisme. Et à un moment donné, pour faire bouger les choses, il faut s'engager, il faut avoir des discours forts, il faut travailler sur l'éducation dans les clubs de sport avec les éducateurs, les arbitres, les dirigeants, etc. Donc, nous, notre objet, c'est vraiment d'accompagner les structures aussi qui le souhaitent pour mettre en œuvre des plans d'action opérationnels, réalistes, mesurables, quantifiables pour faire évoluer les choses. Après, je dirais que oui, les choses bougent et changent. La preuve, c'est le travail ou la visibilité de Wissem depuis quelques mois, c'est la visibilité toute récente de quelques sportifs depuis quelques jours là, qui ont fait leur coming out, qui ont témoigné sur leur parcours. Donc, on voit aussi qu'est-ce qui se passe à l'Euro de foot. Bonjour Christian. Une apparition. On voit ce qui se passe à l'Euro de foot, on en parlera aussi. Voilà, il y a des choses qui se passent, mais je pense que plus on avance et plus on est confronté aussi à des mouvements qui vont contre. C'est un peu le jeu du boomerang d'une certaine manière. C'est que plus on acquiert des droits et plus on avance et plus il y a des gens qui s'opposent et qui sont pas pour aller dans le même sens que nous. Nicolas, merci bonjour. Pascal. Bonjour Christian. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je pense que tout le monde me connaît un petit peu. Je viens de livrer un combat incroyable. Je viens de faire 2 étages en courant.
chose qui est rare pour un ancien joueur de rugby. Wissem, bonjour. Bonjour Pascal. Je suis vraiment désolé pour ce retard. J'ai pas pour habitude. Franchement, je suis désolé. Et c'est un réel plaisir pour ne pas perdre de temps d'être avec vous aujourd'hui, parce que j'avais vraiment envie d'être avec vous et de discuter de plein de choses. Je vous ai vu, hein, vous avez commencé à discuter, je vous ai entendu, mais voilà, entre tous mes petits montages et tout, moi qui ai l'habitude des nouvelles technologies, donc je marque des points auprès du directeur de la communication de la LNR, M. Trémont, que j'embrasse aussi. Et franchement, je suis très content d'être avec vous et de passer ce joli moment aussi. Ne t'inquiète pas, Christian, tu n'es pas en retard sur ce webinaire, tu es simplement très en avance pour celui du mois de septembre. Ça commence bien. Alors, je vais reprendre le cours de nos échanges. Alors je vais poser la question et Christian va raccrocher les wagons ensuite. Pascal vient de nous parler d'avancées en termes d'inclusion. S'il y a un sport où on entend parler de beaucoup d'avancées en ce moment, et c'est celui que Thomas représente avec la LNR, c'est le rugby français qui bouge beaucoup. Alors ce sport qui est bien connu de Christian, de Thomas et de moi dans les tribunes, est en avance vraiment sur les sujets d'inclusion pour toutes et pour tous. Il y a eu le projet Plaquons l'homophobie, qui va toujours avoir lieu. Faisons bouger les lignes, dont on a parlé, et une évolution majeure aussi avec l'inclusion des joueuses trans dans les équipes féminines et dans les compétitions nationales. Thomas, est-ce que j'ai à peu près tout dit ou mal dit? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, je tiens quand même à dire, décidément le sort s'acharne. Christian, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Ton stream est bloqué par mon firewall. Je ne sais pas pourquoi. Je vois tout le monde, mais je ne vois pas Christian, donc je ne pourrai répondre à tes questions, mon cher Christian. Je suis désolé. Est-ce que tu as ça doit venir de chez moi. Pour te répondre, par contre. Je pense que tout le monde t'entend, mais après il y a des petits soucis de droite et de gauche. Mais vas-y Thomas, réponds à la question. On va essayer d'apporter de la fluidité à ces problèmes techniques. En tout cas, Nicolas, pour répondre à la question, c'est vrai que le sport en général et en particulier le rugby, c'est un vecteur de lien social puissant et pour le coup un lieu d'expérimentation et d'éducation de ce qu'on appelle vulgairement le vivre ensemble, mais qui se prête parfaitement à l'ADN notamment du rugby. En plus, l'avantage qu'on a au rugby, c'est qu'il faut être différent pour faire équipe et pour gagner. C'est-à-dire que si vous avez que des joueurs de la même taille, du même gabarit, vous êtes sûr de perdre. Il faut des gros, des grands, des rapides, des stratèges. Il faut vraiment tout type de profil. Donc, quelque part, ce vivre ensemble et cette diversité, elle fait partie de notre ADN. Donc, en fait, on est parti de ce socle-là et on a travaillé d'ailleurs sur nos marques à partir de ça en disant le vivre ensemble, ça doit être la base de ce qu'on fait, quel que soit d'ailleurs le métier. Et pour le coup, sur la dimension RSE, c'est vrai que c'était assez naturel du coup d'aller sur la diversité et l'inclusion, parce que ça fait partie de notre sport et de notre ADN. Donc l'idée, c'était de montrer que ce qui marche finalement sur un terrain de rugby, peut aussi marcher dans la société. Les championnats de France, le top 14 a aussi un rôle, une responsabilité sociétale, parce que il y a une forte exposition, parce que c'est aussi une vitrine c'est le sport numéro 2 en France, qu'on passe en télé devant des centaines de milliers de téléspectateurs, il y a des millions de spectateurs dans les stades. Il y a une responsabilité pour la société et je dirais que le rugby, parce que c'est son essence même, a accepté de porter cette responsabilité avec les programmes que tu mentionnais en effet. Moi, Nicolas, oui, vas-y, Christian. J'aimerais, alors je sais, j'en profite pas non plus pour dire certaines choses parce que Thomas est là, il ne m'entend pas, donc voilà. Mais pour revenir sur ses propos, pour moi, c'est hyper intéressant, mais c'est surtout encourageant de tout ce qui s'est passé sur les derniers mois, notamment dans le rugby. Quand on dit plaquer l'homophobie, je crois que ça a fait bouger beaucoup de choses dans ce sport. Alors, comme l'a expliqué parfaitement Thomas, c'est un sport qui est comme les autres sports, peut-être particulier parce qu'on s'appuie sur des valeurs. Chez nous, il y a beaucoup de tolérance.
il faut le savoir. C'est-à-dire que dans un vestiaire, quand on rentre, voilà, on est tous, vous savez, on a beaucoup ce mot frère, de vivre ensemble, d'être une grande famille. Donc on a cette partie, même si on a souvent catalogué ce sport comme un sport de macho, je crois que c'est un sport où il y a beaucoup de tolérance. Pour revenir après sur plaquons l'homophobie, moi j'ai été très, alors c'était pas une nouveauté non plus, mais j'ai vraiment apprécié comment tous les clubs ont joué le jeu aussi. Toujours pareil, en reprenant les couleurs LGBT, voilà, toujours pareil de l'investissement qui a été fait. Quand on voit aussi Biarritz qui s'est aussi associé à un site, voilà, je pense que ça fait rire Pascal, mais je trouve ça fabuleux parce que les clubs aujourd'hui prennent une autre dimension, jouent le jeu, et puis je pense je sais pas si vous en avez fait référence tout à l'heure aussi. Moi, ce matin, j'ai pris une énorme claque. Je sais pas si j'anticipe un peu sur ce qu'on doit se dire, mais j'ai vu ce garçon, Jérémy. Je sais pas, vous l'avez vu ou pas? Faut qu'on parle. Vous l'avez vu sur le reportage? Eh ben, tu l'as vu, Wissem? J'ai vu, ouais. Ah, j'ai pris une claque. Et franchement, tu vois, tu as l'impression d'un mètre 80, 120 kilos, très solide, mais quand tu entends les propos de Jérémy, comme tous les autres, hein, comme Céline, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, qui est une fille exceptionnelle comme toutes les autres. Et j'ai pris une claque ce matin parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des garçons comme ça qui assument, qui donnent leur façon de voir les choses. Et j'ai rencontré, tiens, alors je sais pas si Jérémy nous regarde ou pas. J'aimerais vraiment le rencontrer, discuter avec lui parce que c'est vraiment un mec attachant. Et puis c'est beau de dire voilà ce qu'il représente peut-être. De quoi, Nicolas? Oui, non, j'allais compléter le propos au-delà de, mais on a perdu Thomas. Alors, je vais revenir avec une question vers Thomas qui revient. Moi, j'avais une question par rapport à tous ces programmes pour une meilleure inclusion des LGBT+, et qui mettent en visibilité cette volonté d'inclusion dans un sport ou dans un autre. Comment sont perçues ces avancées par les sponsors? Bon, déjà, c'est Christian, je te vois. Hein. J'ai changé je me suis mis sur mon téléphone. Non, là-dessus, en fait, c'est une combinaison parce que c'est bien beau de dire, en effet, c'est dans l'ADN de notre sport, etc. S'il n'y a pas une volonté de la gouvernance pour accompagner ces programmes et chaque membre, chaque élu de notre comité directeur a lui aussi son idée de la RSE, a lui aussi ses combats et pas forcément en phase avec celui qu'on pourrait pousser. Ce qui nous aide aussi, c'est la présence justement des partenaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un partenaire, en l'occurrence sur le programme Plaquons l'homophobie que tu citais tout à l'heure, la Société Générale qui nous a accompagnés sur ce programme financièrement, bon bah forcément ça nous aide aussi à vendre le projet et à vendre le programme aux élus, et notamment parce qu'ils sont concernés, hein, notamment quand on l'a vendu au président, on a dit on va aller dans les 30 clubs de rugby professionnel en France, avec notre partenaire Tétu, grâce d'ailleurs à une charte qui a été co-créée avec l'association Fier et notamment Manuel Picot. On va aller dans les clubs et on va organiser, alors pas des formations, parce que ça fait un peu descendant, mais des ateliers de sensibilisation auprès de vos joueurs. Bon, bah, quand vous dites qu'on a des partenaires comme la Société Générale, qui est un partenaire historique depuis 20 ans du rugby, qui nous suit et qui nous engage à faire ce projet, c'est sûr que c'est plus facile à faire passer auprès de nos présidents. Donc c'est un ensemble de choses. Il faut que la gouvernance soit convaincue. Il faut que le programme, évidemment, soit crédible et soit pertinent. Et puis, il faut des partenaires aussi et qui nous accompagnent. Et quand je dis partenaires, c'est à la fois des partenaires financiers, hein, comme la Société Générale, mais aussi des partenaires, je dirais, experts, comme Tétu. Pour le coup, sans vous, on ne pourrait pas faire cette tournée de sensibilisation dans les clubs. C'est des intervenants de Tétu qui vont parler aux joueurs, qui vont parler au centre de formation, qui vont parler au staff, qui vont parler au président. Hein. Le président de Tétu va venir s'adresser aussi au président de club. Donc, c'est un ensemble de recettes positives qui font que ça fonctionne. Après, ça peut fonctionner sans partenaire financier, mais c'est quand même plus compliqué quand on part de loin, comme dans le sport. Enfin, vous connaissez tous
la gouvernance aujourd'hui de nos institutions, bon, les moyennes d'âge, les moyennes enfin, les types d'orientation sexuelle ou on va dire de pédigré de ces gouvernances. C'est partout pareil, quels que soient les sports, et c'est pas une critique. Mais voilà, on doit faire avec, et il y a aussi une phase d'éducation à avoir avec nos élus. Je vais revenir sur ce point-là après. Ce qui m'intéresserait aussi que vous partagiez ensemble avec les personnes qui nous écoutent, c'est le parallèle que l'on pourrait faire entre le monde du sport et le monde du travail. Dans le monde du travail, il a été démontré qu'une personne non visible, donc une personne qui cache ce qu'elle est, consomme 25% de son énergie à se cacher, donc n'est efficace qu'aux 3/4. Donc, ne pas favoriser la visibilité et le bien-être de chacune et chacun dans son sport, ça veut dire qu'au final, au lieu d'avoir une équipe de 10 personnes, on n'a qu'une équipe de 7,5 personnes. Oui, mais tu as entièrement raison, Nicolas. C'est d'ailleurs un des arguments qu'on présente souvent pour favoriser en fait la visibilité des athlètes. Alors dans le haut niveau d'autant plus, parce que c'est clair que les sportives ou sportifs de haut niveau, si elles se cachent, passent un peu de temps et de leur énergie à faire ça au lieu de se concentrer sur leur bien-être et la performance. Et on sait tous que une personne épanouie bien dans ses baskets est d'autant plus performante dans son travail, dans le sport ou dans sa vie en général. Donc on a tout intérêt à ce que chacun soit bien dans son environnement et dans ses baskets, ça c'est sûr. Je reviens. Si tu peux me permettre, une des questions, enfin, quand Wissem a avancé aussi, parler de son parcours, il a parlé au départ des risques et des enjeux qu'il y a pour tout sportif de haut niveau à faire son coming out. Et que du coup, un des sujets, peut-être parce que on connaît l'importance des rôles modèles pour les jeunes, pour les ados. On a parlé de Megan Rapinoe tout à l'heure, et moi, j'étais une basketteuse et j'ai suivi l'équipe de France féminine de basket dans leur épopée à Londres, au JO, où elles étaient allées jusqu'en finale. Et c'est vrai que Céline Dumerc, qui était la capitaine de l'équipe, avait en plus cette aura, avait fait un super tournoi. Donc, la question, effectivement, de la visibilité des rôles modèles et de la prise de position, pour moi, elle est fondamentale. Parce qu'on écoute quand même beaucoup plus Antoine Griezmann que moi, et que une portée hyper importante, parce que le sport porte des valeurs, mais que c'est pas inné. On parlait des valeurs du rugby, c'est vrai qu'on perçoit, etc., mais il faut les incarner. Il faut les incarner, il faut les mettre en application au jour le jour. Le sport n'a pas des valeurs intrinsèquement. Et puis, je trouve que quand on dit que le sport n'est pas politique, c'est faux en fait. Le sport est comme éminemment politique, les prises de parole le sont, et le fait de ne pas vouloir afficher des valeurs ou des choses, c'est d'une certaine manière une prise de parole politique à l'inverse. Et je trouve qu'on gagnerait tous, et les dirigeants, et l'engagement des dirigeants est super important. La prise de parole d'un président de fédération ou d'un athlète, ça a de la force, de la puissance, et du coup cette visibilité-là au plus haut niveau, que ce soit par les athlètes ou par les présidents et présidenteux, même si elles sont moins nombreuses, qu'on peut regretter, elle est éminemment importante et primordiale pour faire avancer les choses, même si c'est pas la seule façon de travailler sur le sujet. Wissem, tu voulais... Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que Pascal vient de dire. Et je pense qu'il y a ce qui est intéressant, triste et intéressant dans le football, c'est que j'ai l'impression que ces derniers temps, voilà, il y a des actions qui ont été mises en place et je les salue fortement. Mais en fait, je doute de l'alignement de ces actions avec les valeurs qui sont portées par les acteurs les plus importants de ce sport, à savoir, comme disait Pascal, les joueurs ou les équipes ou les institutions sportives.
Et ce que je veux dire par là, c'est que quand pour moi, c'est important que voilà, quand les joueurs portent des brassards arc-en-ciel ou des lacets arc-en-ciel, etc., ben déjà, ils doivent tous savoir ce que c'est. Et je ne le nommerai pas par correction, mais il y a une vidéo qui a tourné pas mal sur Internet où il y a un footballeur, on vient l'interviewer là récemment, sur pourquoi est-ce qu'il porte les numéros arc-en-ciel. Et il dit, mais c'est pour la lutte contre le racisme, non? Et bon, si les mecs ils savent même pas ce qu'ils portent, bon, déjà c'est un petit peu compliqué. Et du coup, moi, ce que j'essaie de marteler ces dernières semaines dans chacune de mes interventions, c'est que s'ils sont vraiment acquis à la cause et qu'ils veulent vraiment faire reculer l'homophobie dans le football, pourquoi est-ce que j'entends quasi aucun positionnement de la part des joueurs pros? Pourquoi est-ce que je reçois, moi, à titre personnel, beaucoup de messages de soutien de footballeurs professionnels en privé, mais personne ne prend une prise de parole publique? Et dans un sens, moi, ça me fait déjà, moi, ça me fait un peu de peine parce que j'ai des amis qui jouent en équipe de France aujourd'hui, qui sont à l'Euro. Voilà, ils m'ont soutenu de manière privée, mais bon, il y en a, je les connais depuis plus de 20 ans, mais j'ai pas vu un tweet, pas un post Instagram, mais je ne leur en veux même pas. Et parce que pour moi, on n'a pas créé l'environnement. Pour moi, les fédérations au niveau national, européen et la FIFA à l'international n'ont pas créé un environnement qui permet aux joueurs de ne serait-ce que soutenir cette cause. Et là, je parle de joueurs alliés. Je ne parle même pas d'un joueur qui serait potentiellement gay et qui ferait son coming out. Mais j'ai l'impression que même les alliés, donc à savoir les hétéros qui soutiennent la cause LGBT, ont peur de s'exprimer sur le sujet. Et c'est vraiment un sujet où on a tout à y perdre. Ils savent qu'ils vont entrer en conflit avec voilà, une grosse partie de leur audience. Moi j'ai été à titre personnel invité sur plein de plateaux pour m'exprimer, mais pas d'émission de football pour l'instant. Émission de tout sport, mais pas de football. Et en fait, je termine rapidement, hein, mais du coup, je rêve de ce monde où en fait les valeurs que porte le sport, les valeurs humaines, seront plus importantes que les enjeux économiques ou que même les enjeux sportifs. Donc, non, mais oui, Christian, vas-y. Ouais, moi j'adore ce qu'est en train de dire, ce que sont en train de dire aussi Pascal et Wissem. Ça me fait penser un peu à ce qu'on est en train de vivre nous aussi dans le rugby. On le disait tout à l'heure avec Thomas, on mène des actions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas que ça soit que cyclique en disant voilà, une fois par an, on fait une manifestation pour telle cause ou telle cause. L'idée, c'est de venir, comme le disait aussi parfaitement Thomas, c'est de venir maintenant auprès des jeunes publics, de leur expliquer quelle cause, d'expliquer aussi tout ce qui est en train de se passer, l'évolution aussi de l'homophobie, comment on arrive à faire regresser, comment on arrive aussi à faire avancer certaines choses. Moi, il y a un truc qui me marque aussi, c'est le fait aussi qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont plus peur maintenant de dire voilà, je fais preuve et je montre mon homosexualité. Ça va, je pense, à mon avis, ça va sortir aussi des jeunes joueurs de dire mais on peut aussi réussir, on peut vivre des trucs, on peut aller plus loin dans notre. Tu vois ce que je veux dire, Wissem? Moi, je le vois un peu comme ça parce que je me dis aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup, peut-être dans le rugby aussi, qui ne se sont pas dévoilés parce qu'aujourd'hui, peut-être pour des raisons qui le conserve en disant voilà, nous aujourd'hui, comment je pourrais l'annoncer. Moi, je vous le dis franchement, c'est pour ça que je suis revenu sur ces reportages et je remercie encore une fois Thomas de m'avoir dit tiens, regarde ce reportage parce qu'il est magnifique. Et je reviens sur Jérémy. Jérémy va être, faut pas que ça soit un exemple ni un modèle, mais simplement qui va libérer un peu aussi tout ce qu'on peut avoir. C'est-à-dire, nous, comme j'en parlais avec Nicolas avant qu'on fasse ce webinaire, et je disais Nicolas, moi mon gros regret, c'est qu'aujourd'hui j'ai des joueurs qui ont fait le coming out, mais après leur carrière. Et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, alors je vais être un peu grossier, Pascal, ne m'en voulez pas, c'est l'esprit rugby. Je dis merde, j'ai pas été là à côté de lui pour l'accompagner dans ces moments-là. Parce que c'était, alors peut-être des fausses idées, des préconçus, mais je me dis, on aurait pu partager plus de choses. On aurait pu on l'accompagne différemment. Alors, ça n'enlève à rien qu'on reste amis, hein, c'est que tout va bien, il n'y a pas de souci. On a eu les prémices, rappelez-vous, avec Gareth Thomas, qui était un ancien joueur du Stade Toulousain, qui a été aussi un joueur international du Pays de Galles.
Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans ce que tu disais, Wissem, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit que des personnalités, il faut aussi que ça soit pareil, à des gens qui puissent se libérer, qui puissent le faire ouvertement. Comme tu dis, si une personne ne sait pas pour quelle cause elle s'est engagée en disant tiens, je mets quelle couleur, mais tu sais tu sais pourquoi tu t'es engagé avec ça. S'il ne le sait pas, c'est parce que peut-être le travail en amont n'a peut-être pas été fait. Je dis pas normalement ni parfaitement. Je trouve qu'il y a une certaine évolution quand même depuis pas mal de temps. Je suis d'accord avec toi, Christian. Moi, tu peux me plaquer. Hein, si non. Non, mais ce que je dirais sur ça, c'est que les gens qui ne sont pas forcément familiers avec ce sport pensent que le foot, ça se passe juste sur le terrain ou le rugby. Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est que les sports ont des business models qui sont assez complexes. Et moi, ce que j'ai expliqué dans mon récit, c'est que quand j'explique que pour moi, le football est gangréné dans toutes ces strates d'homophobie, donc c'est pas tout le secteur, mais je retrouve des strates d'homophobie de l'homophobie dans tous les secteurs. Ça part des institutions dirigeantes, ça part des fans, ça part des joueurs, ça part de la formation. Et en fait, moi, je pense que la solution viendra d'un effort combiné dans toutes ces strates. Si c'est juste les joueurs qui prennent la parole, c'est pas assez. Si c'est que les dirigeants, ce n'est pas assez non plus. Si c'est juste les fans, c'est pas assez. Pour moi, si on veut vraiment faire avancer la cause, il faut qu'on reconnaisse que voilà, le monde du sport, c'est un monde assez complexe. Le match du week-end, c'est juste le match, mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, c'est vraiment un effort combiné. Enfin, moi, je salue beaucoup Antoine Griezmann, qui a mis ce tweet récemment, qui a fait la une de Tétu, etc. Mais à lui seul, il ne pourra rien. Moi seul, je ne pourrai rien. Il faut reconnaître que c'est à tous les niveaux qu'il faut faire un vrai effort. Sinon, j'ai l'impression que ce serait un petit peu vain. Parce que la vie, ça n'engage que moi, mais voilà. Mais tu as parfaitement raison. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce vent, alors je ne dis pas un vent de fraîcheur, ce vent comme je dis, de mobilisation, de côté positif, il faut vraiment s'en servir, quoi, et dire maintenant, ça y est, il faut tracer cette voie qui va amener peut-être à changer de certains points que tu viens d'évoquer, en disant voilà, il ne faut pas que ce soit que périodique, il ne faut pas que ce soit qu'à travers des stars, il faut que ce soit qu'on casse un peu les codes et les lignes sur certaines choses. Oui, mais je crois qu'en fait, chacun à notre niveau, on a capacité à faire bouger les choses, sinon d'ailleurs, on ne serait pas là et on ne ferait pas tout ce on ne porterait pas tout ça. Après, moi, je pense qu'il y a effectivement un rôle majeur des dirigeants. C'est en admettant dans un club pro, s'il y a un président qui dit, ben voilà, moi, s'il y a un de mes joueurs ou plusieurs de mes joueurs qui sont gays, je les soutiendrai. Qui mobilise tous ses partenaires aussi économiques pour être dans la même lignée, que l'équipe est aussi mobilisée pour créer cet environnement dont on parlait propice à ça. Évidemment, ça se travaille un petit peu. Il ne s'agit pas d'envoyer au charbon, entre guillemets, l'individu seul face au public, aux médias ou autres. Mais je pense que les fédés, les clubs pro ont leur responsabilité pour créer cet environnement-là. Pour dire, OK, nous, on veut faire bouger les choses. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Quel est mon rôle en tant que dirigeant de structure ou de club pour porter ça? Et je pense que créer cet environnement, ça implique effectivement des prises de parole, ça implique de sanctionner et de ne pas laisser passer les choses. Et après, ça pourra aussi ruisseler et redescendre au niveau, entre guillemets, sur les terrains de foot dans tous les villages de France. Et les fédés ont la capacité, c'est ce que vous avez fait à la LNR, de mettre en place des plans d'action qui se travaillent du haut niveau jusqu'au terrain pour éduquer, sensibiliser, former les arbitres, former les entraîneurs à ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire sur le terrain, à comment on supporte. C'est quoi supporter son équipe? Est-ce que c'est insulter l'adversaire et comment on l'insulte? Enfin, il y a vraiment un tas de choses à faire, mais c'est vrai que je pense que cette combinaison d'engagement permet quand même de faire avancer les choses, sinon on ne serait pas là. Mais au fait que vous soyez toutes et tous là, il y a aussi un acteur qui a peut-être un rôle à jouer pour faire bouger les choses, c'est les sponsors.
Parce que si on se met dans l'actualité ultra récente, lors des conférences de presse, Cristiano Ronaldo a retiré la bouteille de Coca parce qu'il s'engage pour que les jeunes consomment moins de soda saturé en sucre. En parallèle, Paul Pogba a retiré la bouteille d'une boisson non alcoolisée, mais avec une marque qui est quand même très synonyme d'alcool. Aujourd'hui, il y a eu une position, il y a un sujet sur l'Euro 2021. On n'entend pas les sponsors réagir. Et pourtant, les sponsors ont des politiques diversité et inclusion internes à leur entreprise qui favorisent l'inclusion des personnes LGBT+. Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer aussi? Oui, Thomas? Là-dessus, je pense que les partenaires et sponsors sont plutôt moteurs. C'est souvent eux qui font bouger les lignes et qui obligent justement les dirigeants, notamment dans le monde sportif, à évoluer. Après, ça dépend des sponsors. On a les sponsors qu'on mérite, entre guillemets. Nous, dans le rugby, on sait très bien que notre sponsor a été, en l'occurrence notre partenaire, a été vraiment moteur pour travailler sur la diversité. On a d'autres partenaires alors parce que c'est tout un programme, hein, c'est les bons à la diversité, il y a 4 piliers, il y a l'homophobie, mais il y a aussi le handicap, le racisme, l'égalité homme-femme. Et sur chacun de ces piliers, on a nos partenaires naturels qui veulent nous soutenir, qui veulent avancer avec nous, donc c'est très bon signe. Mais tu as entièrement raison, Nicolas, je pense que les sponsors sont peut-être la clé pour faire bouger les lignes, notamment au niveau des dirigeants, dont parlait Pascal. C'est vrai qu'un dirigeant aujourd'hui peut avoir des affinités personnelles sur un sujet, parce que, je ne sais pas, son fils est homo, parce qu'il a des amis qui souffrent de racisme, etc. Mais ça reste des épiphénomènes. Je pense que pour vraiment embarquer tout le monde, c'est dur à dire, hein, mais en même temps, la fin justifie les moyens. Je pense que la fibre économique ou l'aspect business, elle est clé. Hein, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Et d'ailleurs, moi, je serais résolument positif par rapport à ça, parce que je trouve que justement, aujourd'hui, nos principaux sponsors, les grandes marques, alors c'est peut-être pas les petites PME, mais les grandes marques aujourd'hui, sont obligées d'aller sur ce terrain-là, donc sont obligés de faire aussi bouger les dirigeants des instances sportives. Et je pense qu'aujourd'hui, on va aller vers quelque part une obligation de nos dirigeants. Ils n'auront plus le choix. Ils n'auront plus le choix que d'aller sur ce terrain-là, parce qu'ils y verront aussi et c'est pas sale de le dire, hein, l'aspect business, héroïste, économique. Aujourd'hui, nous, à la Ligue, on fait rentrer de l'argent, on fait rentrer, notamment dans le cadre de notre fonds de dotation, évidemment, on fait rentrer de l'argent grâce à ces programmes diversité, grâce à ces programmes de sponsor, et grâce aux sponsors qui nous accompagnent. Donc je pense que le salut, il est là. Sur le foot, peut-être qu'ils ont été un peu pris de court, mais je sais que Heineken, par exemple, a immédiatement réagi suite à ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà. Il y a quand même des marques qui aujourd'hui s'engagent. Et je pense que le salut viendra de là. Et après, en effet, il faut s'adresser à toutes les strates, comme disait Wissem, toutes les strates du monde sportif. Donc ça part des institutions jusqu'au club. Et des programmes comme le programme qu'on met en place avec Tétu, où on va dans les centres de formation, on va voir les jeunes des centres de formation, on va dans les clubs, voir les professionnels, on va voir les sections féminines, on va voir les staffs, et on va leur parler d'homophobie, mais avec des mots simples. Ça ne sera pas quelque chose de descendant, ça sera vraiment un échange. Je pense que pour le coup, c'est un bon moyen d'embarquer tout le monde, et que demain, s'il y a un jeune qui est dans une équipe et qui se pose des questions sur son orientation sexuelle, qui a envie d'en parler, bah, il saura qu'il est dans un environnement bienveillant pour le faire. Après, il y a des exemples très concrets, et je pense que Christian, toi, tu es un parfait exemple, où tu as des gens qui n'ont pas besoin d'être convaincus. Christian n'avait pas forcément d'affinité particulière avec ou des problèmes ou en lien avec l'homophobie, mais naturellement, parce que c'est dans son caractère, son ADN, il est devenu ambassadeur du programme. Je ne sais pas si tu en as parlé tout à l'heure, Christian, parce que j'ai raté une partie, mais il a tout naturellement accepté, par exemple,
d'entraîner une équipe gay-friendly, enfin de rugby inclusif qui s'appelle les Coqs Festifs à Paris. Voilà, qui pour la journée porte ouverte, il cherchait un peu une figure, un ambassadeur. Il est venu. Ça a attiré, forcément, sa présence a attiré des politiques. Forcément, il est venu pour faire un entraînement guidé avec les jeunes qui étaient comme des fous. Voilà, et ça montre que tu peux être hétéro, tu peux être très à l'aise et en même temps soutenir cette cause. Donc, c'est un peu comme Antoine Griezmann dans le foot, et on a besoin aussi de ces soutiens-là. Mais le rôle des partenaires est aussi tout à fait clé. Je peux juste rajouter un petit mot sur le football. Je suis vachement d'accord avec ce que tu viens de dire, Thomas. Mais moi, je pense que voilà, j'ai pas envie de faire le mec sombre ou négatif, mais j'en attends encore tellement plus des marques, du moins dans le football. Et c'est un exemple concret que je donne. Il y a un défenseur du PSG qui est en équipe de France là, à l'Euro et qui a tenu des propos homophobes en se prenant un carton rouge lors de la dernière journée du match du PSG. Et bon, il a dit ça avec le maillot du PSG, il y a tous les sponsors dessus. Et comme tu venais de dire, ces marques-là ont des programmes d'inclusion, de diversité dans leur société. Forcément, tu portes le maillot du PSG, donc tu es affilié de facto avec ces marques-là. Et je rêve d'un monde où les marques diraient, ben non, tu vas être sanctionné parce que tu as tenu ce type de propos en portant notre maillot, ce qui dégrade notre marque. Et c'est là où j'attends des prises de position encore plus fortes, parce que s'il l'avait dit à la place sale arabe ou sale noir, là, pour des propos racistes, ce serait aller beaucoup plus loin. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens, enfin, qu'on aligne, qu'on combatte toutes ces discriminations avec la même fermeté, mais que ce soit pas, bon, si c'est une discrimination, ça va jusqu'à un stade, et d'autres, bon, ben, on laisse plus passer. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Moi, je parle sous le prisme du rugby, qui est peut-être un peu. C'est vrai qu'on a la chance, hein, Christian, d'avoir quand même un sport sur le sujet qui est très en avance. Mais c'est parti, c'est historique, hein, à l'époque de Max Boisini, les dieux du stade, les calendriers des dieux du stade. Enfin, il y avait ce climat un peu homophile qui avait été créé dans le rugby, et c'est vrai qu'il y a assez peu de problèmes. Je dis pas qu'il n'y a pas d'homophobie dans le rugby, c'est un reflet de la société, et forcément, il peut y en avoir. Mais c'est sûr que voilà, on est plus à l'aise. Moi, typiquement, étant homo, je suis beaucoup plus à l'aise à travailler à la Ligue de rugby que peut-être à la Ligue de foot. Par contre, très honnêtement, je pense que le foot a beaucoup à évoluer, doit évoluer. C'est vrai que quand on regarde le reportage de Canal+ ce week-end, il manque un footballeur, clairement. Hein. Et il le dit à les sports. Le rugbyman d'ailleurs. Et il le dit à la fin. Je pense que le foot, et pour le coup, je travaille beaucoup avec mon homologue à la LFP, qui essaye quand même de faire bouger les lignes. Margot, elle essaie de mettre en place des choses. C'est elle qui a pensé notamment au numéro dans le dos. Bon. C'est des petites choses, c'est des petits progrès. Mais, c'est sûr qu'ils partent de beaucoup plus loin que le rugby, et je comprends tout à fait ta frustration, Wissem. Mais j'ai envie d'être optimiste, et j'ai envie de me dire que peut-être que le foot, que les supporters va évoluer comme la société. On sait que les jeunes aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très importants, qui vont même peut-être suivre un sport parce que c'est un sport qui est justement ouvert et inclusif, et à l'inverse, se détourner d'un sport s'il ne l'est pas. Donc je pense aussi à cette force-là qui va faire que forcément le foot, à un moment, si c'est un sport populaire, s'ils veulent continuer à attirer des jeunes publics, il va falloir aussi qu'ils s'ouvrent sur la société. Et d'ailleurs, on le voit quand il y a des déclarations un peu ambivalentes de certains dirigeants du monde sportif, du monde du foot, tu vois très bien de qui je parle. Bon, t'as quand même une levée de bouclier, des tollés sur les réseaux sociaux, etc. Donc, et c'est les jeunes qui y sont. Donc, on sent qu'il y a quand même une tendance de fond, je suis d'accord, dans le foot, elle n'est pas encore visible, mais une tendance de fond à faire évoluer les mentalités, même dans un sport très macho comme le foot. Voilà. Okay. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, Thomas, en début de conversation. Je disais, c'est vrai que nous, le rugby, on est un monde un peu de macho, mais il y a beaucoup de tolérance, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu rentres dans un vestiaire, je reprenais un peu toutes les valeurs qui nous incombent alors,
attention, je mets Wissem et tous les gens qui sont issus du sport. Je dis pas que le rugby c'est le meilleur des sports. On a nos côtés aussi négatifs. Non, les évolutions qu'on peut noter dans le rugby, c'est surtout la dernière en date, c'est celle bien sûr, c'est celle de la fédération française qui a inscrit à son règlement l'inclusion des personnes transgenres avec bien sûr Alexia Serenis. Ça c'est une évolution qui est chez nous importante parce que ça va toujours pareil. Je crois que c'est dans le temps. En fait, on s'aperçoit que c'est dans le temps. Tous les petits trucs qui vont être placés, en fait, on est en train de construire une fondation, des fondations de ce que peut être le sport de demain avec cette partie sur laquelle on est en train de discuter. Et ça, c'est important. Quand on voit ce qui s'est passé il y a 20 ans et quand on voit où on en est aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il y a eu quand même une sacrée évolution, Et ça, il faut le garder, ce côté positif et se dire maintenant, regardez sur le long terme. Et comme tu disais, Wissem, c'est tes questions sur lesquelles tu dis plus d'implication au niveau peut-être des fédérations, des dirigeants, des partenaires. Pareil sur Pascal, pareil sur Thomas. Je trouve qu'aujourd'hui, franchement, moi je le vois avec un œil pas différent, mais un œil sur lequel je suis dans les deux parties. Et je me dis, c'est beau ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est en train de se construire parce que on pense beaucoup à nous, parce qu'on est cette génération aujourd'hui qui font avancer certaines choses. Et comme le disait peut-être Thomas aussi, de regarder la jeune génération qui va se projeter sur l'avenir. Je trouve que c'est ça aussi. Et franchement, moi, j'y vois beaucoup de choses positives. C'est pas, on n'est pas là en train de dire. Tu vois, Wissem, on gère les prises de parole dans les médias de Jérémy Clamy, qui est donc le joueur dont a parlé Christian, qui a fait son coming out. Il y a une demande incroyable. Vous pouvez juste préciser quand vous donnez des noms dans quel sport et dans quelle division il joue. Parce que Alexia, pour tout le monde, est en élite 1, qui est la première division du rugby en France. Jérémy est en Pro D2. Non, parce que tout le monde ne les connaît pas personnellement. Jérémy, c'est le premier joueur professionnel de rugby à faire son coming out en activité. C'est-à-dire en étant toujours joueur sur le terrain. Merci. Et donc Jérémy, forcément, on essaie de l'accompagner dans le cadre du programme qu'on a mis en place, où du coup il est très à l'aise parce qu'il sait que la Ligue est là pour l'accompagner. Il y a un vrai intérêt, il a fait Brut, il a fait 2 pages dans l'équipe aujourd'hui, enfin tous les médias, tu es à France 2 ce matin, tous les médias sont intéressés. Donc forcément, ça montre qu'il y a une tendance de fond. Et c'est sûr qu'il faudrait maintenant, et c'est la prochaine étape, qu'un joueur de foot en activité, avec une notoriété et une exposition médiatique très forte, fasse son coming out. Parce que pour le coup, on pense que les rôles modèles font bouger les lignes. Et tu le vois, tu le vois, Wissem, dans ton bouquin, tout ce que tu as fait. D'ailleurs, félicitations, parce que c'est vrai que Merci. Je pense que ça fait déjà un peu évoluer le foot. Ça fait bouger les lignes. Déjà, ça visibilise le sujet parce que j'ai l'impression que il y a pas mal de déni dans le football. On va nous faire croire qu'il n'y a pas tant d'homophobie que ça, qu'il n'y a pas tant de racisme que ça. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, moi, l'évolution, je la vois dans le sens où moi, de l'époque où je jouais, on n'en parlait même pas. Ouais. On n'avait pas, je savais même pas que ce type de webinaire existait. J'ai jamais eu quelqu'un en centre de formation qui est venu prendre la parole sur ce sujet-là. Bon, je vous passe les détails de quand j'étais en sélection de Tunisie, c'est encore un autre monde. Mais ne serait-ce que oui, que d'avoir ces discussions, d'en parler, c'est le début. Après, voilà, le chemin est long, mais en tout cas, c'est déjà cool d'entamer le chemin, quoi. Ouais. Je reviens juste sur ce que disait Christian c'est vrai que moi j'ai été un peu bluffée d'entendre le 17 mai que la Fédé de rugby permettait la participation des trans dans les compétitions. De ce point de vue-là, je trouve que les fédérations mainstream auraient peut-être aussi gagneraient à voir un petit peu aller dans les clubs LGBT parce que en termes d'inclusion et de modèle sportif, c'est assez novateur, je trouve, pour en tout cas la dimension sport amateur en général. La manière dont c'est organisé, la façon de dégenrer le sport, le fait de faire aussi des compétitions filles-garçons, parfois, de permettre à chacun de s'inscrire dans le genre qui lui correspond, de promouvoir aussi une vision du sport très comment dire, non pas compétitive, mais qui axe bien beaucoup sur le bien-être, sur l'épanouissement de l'individu. Et ça, je trouve que les clubs LGBT, alors pas tous, et puis avec nos travers aussi, ont fondé
une image ou une façon de voir le sport assez innovante, je trouve, et assez épanouissante. Et on parlait en tout début de l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques en France et du fait de pouvoir augmenter la pratique sportive. Et je trouve que beaucoup de jeunes et d'adultes se retrouveraient aussi beaucoup plus dans un modèle pas trop compétitif. Certains ont envie de faire de la compétition, mais d'autres non. Et c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, pour permettre l'épanouissement de chacun et puis permettre peut-être à plus de garçons de faire de la danse ou de la natation synchronisée, enfin voilà, de permettre aussi aux couples de même sexe de pratiquer la danse, le patinage artistique, etc. Et voilà. Moi, je trouve que les clubs LGBT ont inventé des modèles que les fédérations devraient regarder, ne serait-ce pour que, puisqu'on parle d'économie, de gagner davantage de licenciés aussi, hein, parce que il faut aussi aller regarder. Et Pascal, tu parles de clubs LGBT, mais en fait, c'est des clubs inclusifs, c'est-à-dire, oui. par exemple, si je parle des 6 clubs de rugby inclusifs en France, il y a une centaine de clubs LGBT ou inclusifs dans le monde, il y en a 6 en France. En fait, il y a certains clubs, il y a une majorité d'hétéros. Oui. Donc, au départ, c'est un club LGBT, mais au final, il y a pas mal d'hétéros et ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. C'est vraiment l'exemple type de l'inclusion. Ils vont faire des tournois, par exemple. Il y a un club à Lyon qui s'appelle les Rebellions, c'est un club plutôt LGBT. Ils vont organiser un tournoi, je crois que c'est au mois d'avril, qui s'appelle l'Ovalion. Ils vont inviter en fait tous les petits clubs de rugby de la région, mais les petits clubs à l'ancienne, le rugby cassoulet, quoi. C'est des petites divisions, etc. Donc les mecs, ils débarquent en disant oula, où est-ce que j'ai atterri? Bon, c'est bizarre, bon, ça a l'air sympa, il n'y a pas beaucoup d'occasions de se retrouver, donc on va quand même aller voir. Et au final, c'est comme ça qu'ils découvrent qu'il y a des joueurs homosexuels, c'est comme ça qu'ils découvrent qu'ils sont plutôt, qu'ils sont avant tout des joueurs, et qui sont sur le terrain, qui leur mettent des bons plaquages, et qui sont des joueurs tout à fait comme les autres. Et au final, ils finissent par boire une bière tous ensemble à la fin, alors qu'au départ, ils ne savaient même pas que ça existait. Et ça, comme tu dis, et j'appuie complètement tes propos, c'est un modèle du genre qui pourrait être repris en effet par des fédérations ou des ligues. Est-ce que je peux reprendre aussi, Thomas, tu sais que ma première aussi session d'entraînement quand je suis parti entraîner les coqs festifs, et je me rappelle, donc tu sais, tous les gars étaient prêts, donc on commence un petit échauffement sympa, et je me disais, bon, l'échauffement, comment je le mets en place? Est-ce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet? Il a fallu que je les freine. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'anecdote m'a poussé plus loin quand je lui dis, à un moment, je chope un joueur, tu vois, on discute, et je lui dis, alors, il me dit, mais je suis pas gay, moi. Il m'a dit, mais non, je viens jouer avec mes potes. C'est ça, comme tu disais, de regrouper un peu dans ce monde-là, que tu sois gay ou pas gay, peu importe, mais qu'on arrive à se rassembler. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que tu sais, c'est la question du con qui connaît pas, tu sais, qui dit tu es gay, il me dit mais non, je suis pas gay, je suis un joueur au rugby. Mais je trouve qu'il y a vraiment, si encore une fois on peut se permettre ce petit parallèle, j'aimerais remettre encore Jérémy parce que je voudrais vraiment qu'on comprenne pourquoi il a aujourd'hui une telle importance dans l'évolution de ce que va apporter peut-être ce monde-là dans le sport, dans le rugby et dans tous les autres sports en général. En fait, c'est le poste de Jérémy. Alors, je parle de Jérémy, du joueur de Rouen. Il faut savoir qu'il joue dans le poste le plus difficile dans le rugby. C'est le poste de pilier droit. Alors, c'est pas parce que tu dis. Étienne, je veux pas rigoler. Alors, Pascal aussi, c'est pas parce que je suis un ancien pilier que je veux faire de suite revaloriser ce poste-là. Nicolas ne m'en veut pas aussi. Je vais vous donner toute l'importance aussi de ce poste-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu joues pilier droit, tu es la pierre triangulaire de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, tu ne vas pas, tout le monde va le ressentir. Les 14 personnes avec qui tu joues vont le ressentir. C'est-à-dire ça peut être physique, ça peut être mental. Et je trouve que la solidarité que lui apportent les gars, l'équipe, le club, c'est extraordinaire. Parce que quand tu l'entends parler, c'est ce que je disais Thomas, moi j'ai hâte vraiment de le rencontrer, ce mec, parce que j'ai vraiment envie de partager des choses avec lui. Mais quand tu vois comment il aborde le rugby, même moi qui a été un peu un joueur reconnu, je me dis putain, il a une approche du rugby qui est extraordinaire. Et pour revenir à ce que je disais, l'essentiel, c'est encore une fois, c'est quand tu vois la solidarité qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on sort toutes les étiquettes qu'on peut avoir ou l'image qu'on peut avoir, de dire dans le sport, c'est tellement important, c'est tellement voilà. Lui, je voulais le mettre en exemple encore une fois, et désolé de me servir de lui, mais je trouve que Jérémy, quand tu sais qu'il est des pieds droits et que si un pilier droit ne va pas dans une équipe, tout s'effrite. C'est un pilier de cathédrale chez nous, on dit ça. On l'interprète comme ça. Et c'est censé être le poste le plus, enfin symboliquement,
C'est aussi le poste le plus viril, le plus viril et le plus testostéroné où il y a les joueurs les plus forts. Ouais. Voilà, si vous. Je ne veux pas faire de caricature ou de raccourci, mais. Ouais. Non, mais en fait, c'est bien parce que dans ce poste qu'il a, Nicolas, tu vois, c'est de remettre tout ce que représente exactement. Et je trouve que lui, il va être tant mieux un symbole pour tous ces joueurs, voilà, derrière qui vont dire, il a fait, je peux le faire, tu vois. Et c'est ça qui va un peu changer aussi les lignes. Son témoignage aujourd'hui déconstruit des stéréotypes que l'on peut avoir par dizaines de trop de dizaines par rapport aux personnes LGBT+. Et il prouve qu'il est juste bien dans sa peau, il est bien dans son sport, il est bien à son poste, et que le fait qu'aujourd'hui que le monde sache qu'il préfère les hommes aux femmes, ça ne change pas ses qualités sportives intrinsèques. Et ça, c'est vraiment important. Alors, malheureusement, vous êtes toutes et tous passionnants. Alors ça, c'est pas malheureusement, c'est heureusement. Vous êtes géniaux. Mais l'heure tourne, donc j'ai encore deux petites questions à vous poser. Alors, une qui va d'abord être orientée vers Pascal, mais après, non, vers tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour que les JO de 2024 à Paris, dans 5 ans, donc on a 5 ans pour réussir, soient des JO inclusifs, au-delà du fait que le traitement médiatique souhaité pour les JO et les JO paralympiques soit le même, mais que peut-on souhaiter pour que ces JO soient inclusifs sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui? C'est une vaste question. Alors nous, à notre petite échelle, on travaille pour qu'il y ait une maison de fierté qui soit prévue pendant les JO et qui soit bien visible pour les sportifs et tous les spectateurs. Je pense que plus on ouvrira les compétitions aussi aux personnes trans, comme c'est le cas déjà, plus ça permettra aussi d'avoir cette ouverture et cette inclusivité. Et après, 12 000 sportifs, s'il y a 5 ou 7%, on va dire, de personnes LGBT dans la population, il faudrait qu'il y ait 500, je n'ai pas fait ma calculette, personnes qui soient ouvertement LGBT. Après, c'est pas que ça. Enfin, je pense que ce qui se passe autour des JO, c'est tout le travail qui est fait en amont. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires, dans les clubs pour les préparer. Et c'est surtout tout ce travail-là de sensibilisation, d'éducation, de préparation, d'accompagnement des services civiques, de formation, de sensibilisation qui auront un vrai impact sur le long terme pour faire changer les choses dans le sport français. Et c'est ce qui nous intéresse autant, on va dire, que l'événement en tant que tel et que la compétition, même si on adore ça. Je vais passer la parole à Wissem, parce que je crois qu'il va y avoir du foot au JO. Il y a toujours du foot. Bon, ça ne vaut qu'une médaille, comme les autres sports. Et non, mais moi, je rejoins Pascal sur si on veut des JO inclusifs, je veux de la visibilité des sportifs. Je pense que les JO, voilà, c'est un événement qui est vecteur de plein de belles choses. Et du coup, j'aimerais que ça se voit à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture, l'organisation de ces cérémonies, elles sont décidées par les institutions dirigeantes, et ça ce serait top. Et j'aimerais aussi, je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais pourquoi pas essayer de lancer un mouvement avec moi j'en appelle beaucoup à ce que j'appelle la majorité silencieuse. C'est tous ces gens qui sont potentiellement des alliés. Donc je sais pas si un mouvement peut se lancer en ligne, sur Twitter, sur les réseaux ou autres. Je sais pas quelle forme. Là, je réfléchis à voix haute, mais ça pourrait être une belle vague d'inclusion qui pourrait s'abattre sur Paris. Christian ? Ça va être dur de répondre par rapport à Pascal et Wissem, mais en fait, l'idée, ça serait de se dire que ces JO de 2024 sont les premiers JO inclusifs, quoi, tout simplement. Voilà, le challenge, il est là. C'est surtout de se dire, au-delà de l'événement, au-delà de plein de choses, c'est construire aussi quelque chose durant cet événement. Et encore une fois, je crois qu'on l'a tous cité à notre façon.
c'est le travail qui est en train de se mettre en place. C'est aussi à travers l'éducation, une sensibilisation, le fait de travailler avec des institutions, comme on le disait, avec la Ligue nationale de rugby, avec la fédération, avec aussi des partenaires. Tout ça va faire changer beaucoup de choses. Et on pourrait, c'est tout. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on souhaite vraiment que ces premiers JO 2024 et surtout à Paris soient les JO de l'inclusion. Donc, bien sûr, ça donne de l'espoir, ça fait rêver et ça serait peut-être le petit point en ligne de mire qu'il faudrait garder en disant tiens, on va tracer tout droit pendant ces 4 années pour essayer de faire avancer encore plus les choses comme on le fait parfaitement aujourd'hui et chacun à sa manière. Et Thomas, ton point de vue? Moi, je trouve très intéressant ce qu'a proposé Wissem. C'est vrai qu'on pourrait lancer un hashtag ou quelque chose qui permettrait finalement que ce soit le public qui décide de faire de ces JO des JO inclusifs. Et on a vu que ça peut venir et ça doit venir aussi du public avant tout, parce que du coup les institutions suivent. Et quelque part, si on doit faire un rêve pour ces JO 2024, ça serait qu'il soit tellement inclusif que finalement il n'y ait plus de gay games qui existent. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça. Non, mais c'est sympa quand même. Hein. C'est la fête, c'est sympa. Tout le monde n'est pas mais bon, automatique. C'est pas ce qu'on peut entendre par l'inclusion au sens premier. Mais voilà, si les JO sont 100% inclusifs, pourquoi organiser des gay games derrière en 2025 ou 2026? Je suis d'accord. Je suis d'accord si la pétanque est inscrite comme sport olympique, puisque j'ai pu le pratiquer aux Gay Games, mais pas aux JO. Mais en tout cas, vos témoignages sont passionnants, vos engagements le sont tout autant, et puis je retiens l'idée lancée par Wissem, c'est d'essayer de créer un grand mouvement d'inclusion au travers des alliés qui sont aussi des forces importantes. On le voit aujourd'hui dans le football, les personnes qui réagissent, je pense à Antoine Griezmann, c'est un allié et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui prend spontanément la parole pour défendre les sujets LGBT+. Et alors, personne n'était tout à fait au courant, mais ça sera l'un des thèmes que nous allons aborder à la rentrée, les alliés, leur rôle essentiel dans l'évolution de nos combats. Moi, je voudrais vous remercier encore une fois, Pascal, Wissem, Christian, Thomas, pour vos témoignages. Il y a des merci qui tombent en cascade et des bravos qui tombent en cascade sur le chat. Vous les voyez peut-être. Alors à toutes et à tous, ce webinaire était le dernier avant l'été. Profitez bien de cet été pour vous reposer, pour bronzer, pour faire du sport sur la plage, pour vous réinscrire dans vos clubs de sport parce qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, pour vous réinscrire dans vos stades parce que aller voir des compétitions en vrai, c'est quand même plus sympa qu'à la télé quand elles sont atteignables en termes de distance. Et puis nous nous retrouvons nous à la rentrée, donc en septembre, avec de prochaines thématiques comme qu'est-ce que les évolutions en faveur des LGBT+ font pour le progrès pour toutes et pour tous, la diversité dans les petites et moyennes entreprises, la différence qu'il y a entre engagement marketing et pinkwashing, des sujets tout aussi passionnants et dont vous recevrez le programme prochainement via votre boîte mail préférée. Merci Pascal, merci Wissem, merci Christian, merci Nicolas, merci Thomas, Nicolas, merci à tous. Vous avez été géniaux. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.